que cette victimisation, elle est autodestructrice. Que ce soit dans le rapport de force entre minorité et majorité à l'échelle d'un pays, ou que ce soit face à nous-mêmes, face à notre miroir, parce que ça nous maintient dans une négativité, dans une passivité, dans une faiblesse. Et je dirais même, pour être un peu provoquant, dans une mentalité féminine. Ah, on n'aura pas le temps de revenir sur ça. Même, on n'aura pas le temps. Coucou tout le monde. Bienvenue dans le 4e épisode de Real Shit, Real Talk ou Real Talk, Real Shit tout simplement. Je suis avec Ludovic Herman Wanda qui est écrivain. Tu es conférencier aussi si je ne me trompe pas. Et tu es également présentateur du show que j'aime beaucoup, même si je suis pas à la page encore, mais j'aime beaucoup, Le Funérailles des tabous, qui évoque tous les sujets possibles et impossibles. Et je suis contente de passer ces 1 heure avec toi. On va essayer de faire moins, mais je suis contente que tu sois là. Donc c'est parti les amis. Bonjour Ludovic. Bonjour chère sœur, comment vas-tu ? Je vais bien. Alors je veux vraiment saisir cette opportunité pour te connaître, parce que je t'ai connu au travers donc les funérailles des tabous. On en parlera plus tard. Et c'est vrai que je te l'ai dit quand tu es arrivé, que la première fois que je t'ai vu, c'était au premier salon Business Africa. Je crois que c'était en 2022 ? Oui, 2022, l'année dernière. Et quand tu es rentré dans cette salle, je pense que tu es habitué de la manière dont tu t'habilles, tu attires l'œil. Et moi, tu as attiré mon œil parce que je me suis dit, waouh, quelle élégance, lui, he didn't come to play. Tu m'excuseras mon anglicisme que j'utilise beaucoup parce qu'on va parler de toute l'attention que tu portes à la langue française. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une conversation, naturelle, où je vais te poser un certain nombre de questions pour te connaître. Mais je me suis renseignée un peu sur le travail que tu fais. Et j'espère que, tu nous répondras sans langue de bois. Mais je n'ai aucun doute sur ça. Compte sur moi. La langue ne sera ni de bois ni d'acier. Parfait. Est-ce que déjà, tu peux nous dire d'où tu viens ? Quelles sont tes origines ? Alors, quelles sont mes origines ? Je suis issu d'une double origine. La première, c'est l'origine de mon sang, le Cameroun, en particulier l'ouest du Cameroun, connu sous le nom de région de Bamileke. Et la deuxième origine, c'est l'origine de mes semelles, à savoir la banlieue parisienne, le cadre dans lequel j'ai grandi. Et j'insiste sur cette double origine puisque on est la conséquence de ces deux déterminisme familial et déterminisme social. Donc voilà mes deux origines. D'accord. Tu es né en France ? Oui. D'accord. Donc tu es né, tu as grandi en France. Est-ce que tu retournes de temps en temps au Cameroun ? Oui, et j'accélère mes retours, je les accentue à raison de 1 fois, à, si possible 2 fois par an depuis maintenant 4-5 ans. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'enfant Ludovic ? Ludovic de 5 ans à 12 ans. Allez, 12 ans, oui. Comment est Ludovic ? À quoi il s'intéresse ? Alors, il s'intéresse d'abord à l'école. Intéressant. Au 20 sur 20 qu'il se doit d'aller chercher à l'école afin de répondre aux exigences imposées par sa mère, afin de répondre aux exigences posées par sa communauté, dans la mesure où, comme d'autres communautés j'imagine, chez les Bamileke, quand on fait quelque chose, c'est dans l'optique d'être le meilleur. Donc, si on va à l'école, c'est pour être le meilleur. Si on fait du commerce, c'est pour être le meilleur. Si on est chauffeur, livreur, c'est pour être le meilleur. Quel que soit le domaine dans lequel on évolue, c'est pour être le meilleur. Maintenant, il y a l'accent est mis évidemment sur les études, dont il est vrai qu'on a conscience qu'il s'agit, en dépit de toutes les difficultés que ça peut imposer, d'une vraie possibilité de s'élever. C'est un véritable ascenseur, mais pour qui c'est s'imposer une véritable discipline. Donc entre 5 et 12 ans, je jurais par les bonnes notes, ainsi que par, à l'époque, c'était le football. Sous l'inspiration d'un dessin animé de l'époque, Olive et Tom. D'accord. Voilà. Avec des ambitions d'avoir une carrière de footballeur ou juste par pur plaisir ? Alors avec les ambitions que la télévision, que le cadre culturel français m'a proposé.
À savoir, quand on allume la télévision et qu'on est un petit afro en France, on n'a pas beaucoup de perspectives, on n'a pas beaucoup de modèles autres que les sportifs. Et aujourd'hui, les rappeurs, mais à l'époque, c'était pas encore le cas. Donc, essentiellement, les sportifs, soit par le football, soit le basket. Donc, en l'occurrence, moi, mon cœur battait pour le football. D'accord. Quelle est l'expérience ou le meilleur souvenir que tu gardes de cette période? Et expérience aussi, hein, si tu veux partager cela avec nous. Le meilleur souvenir, ça va peut-être vous étonner. Alors, il faut savoir que dans bon nombre de cultures afro, les marques d'affection, d'amour se font rares. Non pas que les parents n'aiment pas leurs enfants, mais ils ne parviennent pas, en tout cas, ils ont du mal à témoigner par des actes, par des gestes, par des mots, cet amour. Or, tout enfant est un réservoir affectif. Il a besoin qu'on lui remplisse son humeur, son esprit, de ces marques-là d'attention. Faute de quoi, on sait que ça conduit à des conséquences dévastatrices en matière de, déstabilisation affective. En ce qui me concerne, pour revenir à la question, j'étais haut de 11 printemps, j'étais en classe de CM2, il me semble, et en début d'année, la professeure, celle qui allait devenir ma professeure principale, Madame David, m'appelle et me prend comme ça sur ses genoux et me demande d'accepter de venir dans sa classe, donc que je sois son élève. Mais elle me demande comme une mère demanderait à son enfant, avec beaucoup d'affection, beaucoup de chaleur, et elle me fait comprendre qu'elle veut de moi, qu'elle a besoin de moi. Et c'était quelque chose qui, pour moi, était nouveau. Je n'avais jamais reçu une telle marque d'affection, une telle marque d'amour, manifeste. Donc voilà un épisode qui m'avait marqué et qui, au fond de mon âme, explique aussi qu'aujourd'hui, en dépit de mon panafricanisme affiché, qui est un panafricanisme de reconstruction et non pas un panafricanisme ni de séparation ni de vengeance, je ne nourrisse pas de haine ou de rejet à l'égard de la France. C'est que mon parcours personnel m'a tenu éloigné de ce sentiment-là. Donc je n'accuse personne, celles et ceux qui, dans notre communauté, seraient, l'otage de ce sentiment. On peut l'expliquer de mille et une raisons. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu le privilège, parce qu'il s'agit vraiment d'un privilège quand on est un jeune afro et qu'on grandit protégé de ce ressentiment, j'ai eu le privilège d'être dans un cocon affectif républicain, et ça s'est marqué dans un premier temps par ce geste de Madame David. D'accord. On va revenir sur justement les sujets de panafricanisme. Je ne veux pas aller trop vite. Si on passe à l'âge de l'adolescence et ensuite adulte, j'ai regardé tes réseaux sociaux, je l'ai dit à l'introduction. Comment un enfant qui a une obsession sur l'excellence matérialisée par les notes, par une certaine forme d'excellence académique, se retrouve en prison? Alors, on se retrouve en prison en dépit d'une réussite scolaire quand on s'aperçoit, faute d'avoir un cadre familial, en particulier paternel, pas de père, pas de repère, c'est mon cas, ce qui est le cas de 80% des détenus, que ce soit en France ou aux États-Unis, en passant par le Brésil, eh bien, on se retrouve porté par la crise d'adolescence, parce que c'est un élément central, où on remet tout en question et on adopte la culture de la rébellion. Eh bien, on se retrouve à ne jurer que par les figures de rébellion que sont les anti-héros. Mais à l'époque, on ne les percevait pas comme des anti-héros. Donc, c'est d'abord les mafieux, ensuite les gangsters rappeurs, comme on les appelle. Voilà, donc que ce soit Tupac, Method Man, ou Booba, avec son fameux Seul le crime paie. Donc ça, c'est la première explication qui s'enracine dans une absence de père. Et la deuxième, dans le prolongement de la première, c'était aussi dans l'optique de plaire aux filles. Parce qu'à cet âge-là, on commence à vouloir taper dans l'œil des jeunes filles. Et très vite, on avait senti, en tout cas moi, j'avais perçu que les filles étaient plus intéressées par, entre guillemets, les bad boys, enfin c'est le mythe du bad boy, plutôt que par le petit choriste au premier rang de la classe. Et l'un dans l'autre, je me suis arraché au banc de l'école pour épouser la culture de la rue. Et il se trouve que dans la rue, j'ai cultivé aussi le sens de l'excellence, mais cette fois-ci au service de l'obscurité. Et voilà comment j'ai pu atterrir en prison dès l'âge de 17 ans.
D'accord. Donc, élève brillant à l'école, qui garde des bons souvenirs, je paraphrase et j'essaye de synthétiser, qui garde quand même des bons souvenirs, notamment avec des profs, avec un sentiment de reconnaissance quelque part. Et donc, tu arrives à l'adolescence avec tout ce qui s'ensuit. Tu rentres en prison. Tu rentres en prison pourquoi? Vol, violence en réunion, en gros, racket. D'accord. Quand on t'arrête et que tu es en GAV, est-ce que tu sais que tu vas aller en prison? Et si oui, est-ce que tu te dis, tu as dans la tête, excuse-moi, rien à foutre? Ou au contraire, est-ce que tu te dis, là, j'ai vraiment merdé parce que tu es intelligent et tu te dis, bon, là, c'est soit je vais en prison, je vais prendre 5 ans, je sors, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que tu as déjà ton plan ou est-ce que c'est le vide total? Tu te dis, bon, je vais prendre ce qui va arriver. Alors, je n'avais pas encore épousé la culture du nihilisme, qui consiste à dire, advienne que pourra, je vais prendre ce qui arrive. Je n'en étais pas encore là. J'étais plutôt inscrit dans une dynamique de prestige à l'égard de la rue. C'était la rue mon repère. Or, dans la rue, aller en prison, c'est recevoir une médaille d'or. C'est valorisé. Quand vous passez par la case prison, numéro d'écrou, vous sortez de là, vous bombez le torse, tout le monde vous regarde avec respect. Ce que je dis là, c'est une banalité pour tous celles et ceux qui ont grandi dans les quartiers HLM. C'est triste, hein. Je ne suis pas en train d'applaudir à cette réalité, mais hélas, c'est ainsi. Maintenant, comment ça s'explique? Comme souvent, quand on n'a pas de source de prestige pour se valoriser, quand on n'est pas valorisé par l'école, qu'on n'est pas valorisé au sens large par l'État, par le système, à travers des figures héroïques, finalement, la seule valorisation, c'est celle par la violence, c'est instinctif. Et la violence de la rue, eh bien, ça se fauche est fauché par l'État, donc c'est la prison. Donc, voilà comment, dans un premier temps, à 17 ans, j'étais plutôt fier, aveuglément fier d'atterrir en prison. D'accord. Voilà. Donc, je suis sorti en cassant la démarche, parce que je ne suis pas resté longtemps. Et petite précision, lorsqu'on est mineur, en France, en règle générale, on a parfaitement conscience qu'on ne risque pas grand-chose. On est animé d'un certain sentiment d'impunité, c'est le réel. Il faut le dire, c'est factuel. Sauf, évidemment, si on commet un acte de barbarie, crime, de sang, etc. Mais c'était pas mon cas. Donc, je savais que tout au plus, c'était quelques mois. D'accord. Si je ne me trompe pas, tu vas y retourner en prison. D'accord. Est-ce que, justement, c'est ce que tu viens d'expliquer explique quelque part la raison pour laquelle tu te dis, bon, je vais quand même repartir, ou tu n'as pas une crainte de repartir en prison? Alors, initialement, c'était presque une fierté d'y mettre les pieds. Ensuite, ça devient un engrenage. Puisque, souvent, on le dit, sous forme de blague, vous avez beau chercher physiquement à quitter le ghetto ne vous quitte pas pour autant. D'accord? Une fois qu'on est sorti des rangs du système, avec ce que ça implique de soumission à des règles, donc quand on épouse une forme d'anarchisme comportemental, et que par ailleurs, on en tire un certain prestige, que ce soit à travers le trafic, à travers le deal, à travers tout un tas d'actes de délinquance, ça se banalise, ça devient notre seconde peau. À telle enseigne que pour revenir sur le droit chemin, ce n'est pas aussi simple, et a fortiori quand on a une tête dure, comme c'était mon cas. Maintenant, c'est pour cette raison que moi, ça a été vraiment au départ une fierté, puis ensuite un engrenage. D'accord. Puisque j'ai enchaîné, à l'âge entre 17 et 18 ans, 3 allers-retours en un court espace de temps. Donc, et la troisième fois, c'était vraiment presque traumatisant dans le sens où ça faisait 1 mois que j'étais dehors et voilà que j'y retourne, toujours pour les mêmes petits actes de délinquance, petits entre guillemets, évidemment, quand on est victime, il n'y a pas de petits actes que l'on subit. Donc je referme le guillemet. Et voilà, c'était d'abord par fierté et ensuite... par l'engrenage. Voilà, par l'engrenage. À quel moment tu te dis, je sors de cet engrenage, c'est bon, je me prends en main? À 18 ans, puisque là on comprend que, oulala, attention... Là, la justice ne nous regarde plus comme un pauvre enfant qui subit le système, qui subit l'absence de parents. Non, non. Là, la justice, compte tenu de la loi, on devient adulte. Et c'est pas tout à fait les mêmes critères d'appréciation. Donc, à 18 ans, je commence à comprendre qu'il va falloir que je trouve
que je me range. Le seul problème, c'est que, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai été percuté par la société de consommation qui vous impose d'exister par ce que vous possédez. Je possède donc je suis. Et ça suppose, quand vous avez 18 ans, 19 ans, 20 ans, d'avoir une voiture, d'avoir une paire de chaussures neuves, d'avoir des vêtements agréables. Tout ça ne tombe pas du ciel. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir à la maison des parents qui pourvoient à ces besoins-là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Soit vous morfondre dans une forme de frustration, soit essayer de l'atténuer en allant travailler au McDonald's. Sauf que quand on a déjà un passif de délinquant, travailler au McDo, c'est la décadence, c'est la chute, donc on n'imagine même pas. Et la troisième option, eh bien, c'est c'est la voie du trafic, de la drogue. Et c'est cette voie-là que j'ai épousée. Donc du coup, est-ce que ça te ramène encore dans l'engrenage de la prison, ou là tu t'assures que on va pas te ramener en prison? Ah si, ça m'a ramené en prison, mais 3 ans après. D'accord. Voilà, ça m'a ramené en prison 3 ans après. Du coup, ma question ultime, c'est qu'est-ce que la prison t'apprend? Et je pose cette question parce que j'ai lu le livre de Malcolm X. Oui. Et Malcolm X, la prison le révèle complètement. Ça, c'est ce que j'ai vécu aussi la dernière fois. Donc, et c'est la raison pour laquelle je pense vraiment que, en fait, des fois on dit que aller en prison, it is a blessing, c'est une bénédiction. En tout cas, ça l'a été pour Malcolm X, et de ce que je suppose, ça l'a été pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en prison, les bons souvenirs que tu gardes et la meilleure leçon que tu as tirée de tes nombreux passages, dont le dernier en prison? Alors, merci pour la référence à Malcolm X. On aurait pu même se référer à Frédéric Douglass. Je connais pas. Premier grand Afro-américain, ancien esclave, devenu libre par la prise de conscience, c'est pour ça que je fais référence à lui, de l'importance de la lecture et des mots. Il se libère en acquérant la maîtrise des mots, ce qui lui permet d'écrire lui-même son bulletin de sortie, donc de frayer un chemin entre les lois, entre les gouttes. Alors, il se trouve que ma 4e incarcération fut un déclic, jusqu'à 20 ans, là c'est une peine un peu plus lourde. Face au juge des libertés, je me retrouve impuissant devant ses questions, devant sa charge qu'il fait s'abattre sur moi. Impuissant du fait que je n'ai pas les mots à la hauteur de son registre de langage. Si bien qu'en sortant de son bureau, je ne m'étais jamais senti aussi humilié. Et dans la foulée, je comprends que le vrai pouvoir, la vraie liberté, se trouvait non pas dans la poche, non pas dans les poings, mais dans les mots. Donc ça a été mon déclic. Donc à ce titre, pour le dire autrement, j'ai compris à ce moment-là que j'étais en prison avant même de mettre les pieds en prison. Tout comme Malcolm X a compris qu'il était en prison avant de mettre les pieds en prison. La première prison étant la prison mentale, la prison de l'ignorance, et notamment de l'ignorance linguistique. Complètement. Raison pour laquelle, conseillé par un grand frère, pour ce qui est de Malcolm X, des Black Muslims, il s'est jeté à corps perdu dans l'épluchure du dictionnaire. Voilà comment le Malcolm X de la sortie, on est passé de Malcolm Little à Malcolm X. De Malcolm cheveux gominés à Malcolm X costume et visage droit et cerveau bodybuildé. Tout ça par la découverte, par ce point de déclic. Et ce point de déclic, je l'ai eu à 20 ans, et c'est ainsi que je me suis vraiment pris de passion, de façon démesurée, d'abord pour la lecture, mais surtout pour l'accumulation de mots. C'est ce que je ne cesse de répéter et de conseiller, outre ma formation, on en parlera peut-être plus tard, c'est que vraiment, j'ai noté tous les mots que je découvrais au fil de mes lectures, mots auxquels j'allais chercher la définition, évidemment, que j'apprenais par cœur. Et de cette façon, en l'espace de 9 mois, j'avais appris à peu près de mémoire 1800 nouveaux mots, des verbes et des adjectifs. Et fort de ces 1800 nouveaux mots, je peux t'assurer, quand j'ai été amené à rééchanger, à me retrouver à nouveau devant le bureau de la juge d'instruction, j'étais transfiguré, j'étais transformé. J'étais passé du statut de fourmi au statut de bison, de lion, réellement. Je me sentais un super-héros. Je ne m'étais jamais senti aussi puissant. Pourquoi ? Parce que je parvenais à mettre des mots
sur mes pensées, en gardant mon calme et en étant totalement précis. Donc la précision, le calme, c'était vraiment, pour le coup, pour moi, une véritable révélation. Et je n'étais qu'au début de mon ascension du mont Molière, sur le toit duquel m'attendait la meilleure version de moi-même. D'accord. Je voudrais qu'on fasse une pause un peu sur l'amour et l'intérêt affiché et légitime que tu portes à la langue. Oui. Quand tu observes l'émergence des réseaux sociaux et la culture du consommer rapidement et du clickbait, c'est-à-dire il faut faire du buzz, il faut attirer l'attention. Quel est le regard que tu portes dessus et toi, de manière ultime, qu'est-ce qui te fait peur avec justement cette émergence-là? Moi, ce qui me fait peur, pour faire un lien avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on va continuer à plonger encore plus les populations dites défavorisées ou vulnérables dans le noir et dans l'inconscience spirituelle, mentale, verbale, financière, et qui va se matérialiser à un moment physiquement. Alors, c'est très, très juste. Je souscris à tout ce que tu viens de dire, que effectivement, la nouvelle technologie participe à, certains diront, abrutissement de la population. Moi, je dirais tout simplement au maintien, parce que quand on vient au monde ignorant, on ne vient pas au monde intelligent et ensuite on a des choix. Non. Les réseaux sociaux, la civilisation de la rapidité, du clic, la société de spectacle, avec la dopamine, et j'en passe, liés au réseau et au like, effectivement, nous maintiennent enfermés dans la culture du pathos, donc de l'émotivité pure et simple. Et les conséquences directes dans les relations humaines, professionnelles, dans le développement de soi, c'est qu'on est prisonnier de l'état d'enfance. On est un éternel enfant. Et quand on vit en Occident, un enfant qui plus est capricieux. Bon. Donc ça, c'est vrai que c'est marqué. Maintenant, ce phénomène-là est encore plus accentué à l'échelle de notre communauté. Voilà pourquoi je me concentre, moi, dans mes travaux, dans mes actions, sur la communauté afro. Non pas par exclusion des autres, mais parce qu'on a une spécificité d'ordre psychologique. Nous sommes la seule communauté au monde qui est méprisée du reste du monde. Alors que nous offrons en parallèle un nombre de héros et de génies incalculable. Il ne se passe pas une année sans que, à travers une figure ou une autre, il y ait un afro qui fasse briller les yeux de l'humanité. Néanmoins, du fait de l'histoire plus ou moins récente, à l'échelle en tout cas de l'histoire du monde, les autres communautés, à l'échelle des peuples, ont besoin de se sentir supérieurs pour exister. Et ça se caractérise par, au quotidien, des attaques permanentes, des micro-attaques. Vous montez dans un bus, le chauffeur vous parle étrangement. À l'école, on vous fait des remarques parfois un peu étranges. Quand un policier vous interpelle, il a tendance à vous tutoyer avec une facilité déconcertante. À la télévision, quand on montre des images de l'Afrique, c'est forcément misérabiliste. Y compris quand SOS Racisme essaye, entre guillemets, de nous aider, c'est encore pire, c'est pire que tout. C'est vraiment, c'est pas de sa faute s'il est noir, comme si c'était accablant. Il y a un Guerlain qui fait une pseudo-blague devant une journaliste qui est hilar. C'est un policier à la télévision qui dit « Bamboula, c'est pas trop grave ». Bref, la liste est interminable. Et tout ça, c'est ce qu'on subit au quotidien, par des coups de marteau psychologiques. Bon. Donc, à la société de l'émotion exacerbée, à laquelle s'ajoute la religion du mépris que nous subissons, ça donne effectivement, en ce qui nous concerne, un état psychologique presque de mort cérébrale. D'autant que, et là aussi c'est une autre de nos spécificités, nous sommes la seule communauté à qui on a imposé une langue a priori étrangère, donc en l'occurrence soit le français, l'anglais, l'espagnol, du fait de la colonisation, sans nous donner les clés de la maîtrise. C'est vrai. Sans nous donner les clés de la maîtrise. Donc résultat, on pense parler français, alors qu'il existe plusieurs degrés de français. Absolument. Le français du marché, de Clignancourt, c'est pas le français de l'Assemblée nationale. Ouais. Donc nous, on grandit avec le français du marché, y compris quand on fait des études. Allez, on arrive à peu près à s'élever au français, on va dire, du bureau, mais on est encore loin du français de l'émancipation, qui nécessite la maîtrise
des adjectifs, des émotions, du langage émotionnel très important, qui nécessite un certain nombre de formulations, d'autant plus que la langue française, c'est une langue excessivement complexe. Sans parler de l'art, de la conversation, de la capacité à raisonner, à expliquer, autant d'outils qui nous permettent de sortir de notre animalité, de cet état d'enfance, pour accéder à la maîtrise de nous-mêmes et à l'état d'adulte au sens de maîtrise de son destin. Ouais. Donc oui, les réseaux sociaux participent à notre néantisation, mais il n'y a pas que ce facteur-là. Il y a les autres facteurs. Justement, avec ta formation, comment toi, tu essaies ou tu œuvres à justement combattre ce fléau-là? Et j'utilise le mot combattre à dessein parce que pour moi, c'est une guerre. Oui. Alors, comment j'y parviens? D'abord, et je vous en remercie de m'accorder Tutoie-moi, s'il te plaît. Je suis très mal à l'aise. Je te remercie, c'est des réflexes. Je te remercie de me donner l'occasion, que ce soit ici ou d'autres, de le faire, d'en parler. D'abord, c'est la prise de conscience. Tant que tu ne vas pas frapper à la porte du médecin, tu ne peux pas être soigné. Donc, tant que tu n'acceptes pas l'idée d'être malade, tu ne peux pas être soigné. Mais encore faut-il avoir conscience. Il y a des maladies qui se manifestent par des symptômes physiques, tu as mal, des douleurs, et puis d'autres, tu ne les perçois pas. Oui. Donc, c'est quelqu'un, à la limite, quand tu fais un examen, un check-up, on te dit « Ah, on a détecté telle chose ». Eh bien, moi, je suis face à cette réalité-là. C'est que j'ai contre moi, d'un point de vue, je vais dire presque idéologique, une culture hip-hop marquée par des modèles des rappeurs que nous vivons, parce que ça nous enjaille, comme quelque chose de positif, alors qu'il s'agit d'une maladie. Donc on a quelque chose qui nous handicape, mais qu'on voit comme une force. Et moi, mon combat, dans un premier temps, c'est de faire prendre conscience que porter un pantalon baissé, que dire « ouais, je t'ai capté », que de parler toujours avec une gestuelle, que de porter uniquement t-shirt jogging, que d'être en permanence dans l'impulsivité, que de s'énerver sous prétexte qu'on te manque de respect, que de refuser de parler correctement sous prétexte qu'on, pour nous, c'est parler comme un blanc. Voilà, tout cela, d'expliquer que c'est un malheur, ce n'est pas une identité. Quand on grandit dans une réalité, elle devient la norme. Nous sommes la communauté, comme je l'ai dit, des oiseaux sans ailes. Un oiseau a des ailes, donc il a vocation à voler. Nous, on est nés, on a grandi sans ailes, on nous a coupé les ailes. Sauf que quand on nous coupe les ailes, on grandit donc à même le sol, on évolue à même le sol, au point qu'on pense que le sol est notre milieu naturel. Et le jour où quelqu'un vient nous dire « Tiens, je dois te greffer des ailes », ben non, pourquoi faire? Ben non, moi je suis bien sur le sol. Alors que c'est par les ailes, c'est plus naturel. Et je prends cette métaphore pour expliquer que l'élévation passe par le langage. Nous avons, en moyenne, tiens-toi bien, chère sœur, 300 mots de vocabulaire. Oui. Là où il en faut 2500. Donc, essaye d'imaginer tout ce que tu fais dans la vie avec tes 5 doigts. D'accord? C'est énorme. Tu le fais juste, essaye de faire avec un doigt. Même un doigt, c'est trop. Alors maintenant, tout ce que tu fais avec 10 doigts, avec un doigt. Ouais, c'est ça. Voilà notre réalité. Donc, ça réduit considérablement notre champ de liberté. À tel point que, aujourd'hui en France, près de 3 millions de jeunes âgés de 15 à 30 ans sont dans la nature sans le moindre diplôme. Alors ça, c'est la statistique officielle. Maintenant, quand on regarde à la loupe et qu'on sort du registre républicain qui ne regarde pas les couleurs de peau, quand on regarde en face, au moins 80% de ces errants sociaux sont des nôtres. Maintenant, dans ces 80%, donc c'est à peu près 2 millions, 2,5 millions on va dire, ce ne sont pas tous des demeurés qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas de capacité. Absolument. Dedans, il y a les futurs Cheikh Anta Diop, les futurs Aimé Césaire, les futurs Fatoumata Keba, mais on ne les a pas stimulés. On ne leur a pas donné les clés de leur liberté, à savoir les mots. Voilà comment on remplit aujourd'hui autant les prisons que les hôpitaux psychiatriques. Je ne sais pas si tu es au courant aujourd'hui. Non, mais c'est très vrai psychiatriques... ce que tu dis, c'est très vrai. Mais je pense que tout le monde le sait, mais n'est pas prêt à l'entendre. Voilà, la culture du déni, la douleur. Et maintenant, ça, c'est la première étape, faire prendre conscience. Okay. La deuxième étape, et ça passe par ma masterclass, pendant 2 heures, j'explique la genèse de la maîtrise de soi. Autrement dit, la genèse du logos, la maîtrise de son logos. Le logos, c'est le pouvoir que nous avons tous, qui nous vient de, enfin moi je suis croyant en tout cas, qui nous vient de Dieu. Donc c'est ce pouvoir de la rationalité
et qui nous permet de créer, qui nous permet de maîtriser notre destin tout en maîtrisant nos nerfs à la fois. Et ça suppose des règles pour le maîtriser. Et ce logos, les premiers à avoir détecté son existence, et ça permet de mettre tout le monde d'accord et de calmer les ardeurs des frères kémites, ce sont les Égyptiens. En découvrant, à travers leur panthéon, le fameux dieu Thoth. Donc ils croyaient en plusieurs dieux, entre guillemets, officiellement. Et au centre de ce polythéisme apparent, trônait un dieu, le dieu Thoth, qui était à la fois le dieu de la vérité et de l'écriture. Donc le dieu de la connaissance et de l'écriture. Ce qui veut dire que les Égyptiens ont le premier compris que pour maîtriser, pour accéder à la vérité, donc à l'élévation de soi par la connaissance, ça passe par l'écriture. La culture de l'écrit. Pourquoi l'écriture, à la différence de l'oral? L'écriture, c'est la science de la précision. C'est la concentration. Donc c'est le sens du détail. Ainsi que c'est l'accumulation. C'est la transmission. Donc c'est fondamentalement l'art du logos. Sans la culture de l'écrit, si on est limité à la culture de l'oralité, on est prisonnier du pathos. On est prisonnier de l'émotion. Et le problème, c'est que au fil de l'histoire, cette culture de l'écrit que les Égyptiens choyaient et qui leur a permis de s'élever au rang de première grande civilisation, et à laquelle est venue s'abreuver ensuite Athènes, ensuite Rome, etc., a été perdue. Résultat des courses, nos cultures, pour la grande partie d'entre elles, sont de tradition orale. Une culture de tradition orale est condamnée à être moins développée qu'une culture de tradition écrite. Donc, notre travers aujourd'hui, encore notre handicap, c'est que nous ne cultivons pas l'écrit. Quand on ne cultive pas l'écrit, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas construire des machines d'extraction pour nos richesses naturelles, on ne peut pas établir des contrats quand on travaille ensemble, donc être rigoureux, on ne peut pas obéir à une certaine exigence en matière de temporalité, être ponctuel, on ne peut pas. Il y a énormément d'éléments de nos vies qui sont déterminés par la culture de l'écrit. La France compte à elle seule plus de bibliothèques que l'ensemble de l'Afrique. Je répète, la France, donc superficie, c'est un petit pays en termes de superficie, compte à elle seule plus de bibliothèques que l'ensemble du territoire africain. Donc, tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas qu'un Emmanuel Macron ou ses hauts fonctionnaires, parce que les dirigeants dans le monde, c'est pas Macron, c'est un représentant. Le pouvoir dans le monde, aujourd'hui, est entre les mains de ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires, ceux qui tirent les rênes des institutions. Un haut fonctionnaire français, c'est quelqu'un qui est issu d'une classe bourgeoise, très souvent. Donc, il a lu tous les classiques dont sa tendre enfance, ce qui veut dire que concrètement, avec le verbe et son logos, il maîtrise la conversation, la nuance, la précision. Là où, dans nos cultures, dans nos familles, c'est le droit d'aînesse, il faut se taire, donc on ne cultive pas la conversation. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, scolairement, on lui transmet une méthode, une rigueur digne de ce nom. Pour couronner le tout, on lui donne un jargon, donc une science spécifique dans tel ou tel domaine, dans l'administration, dans l'économie, et j'en passe, de sorte que, une fois qu'il a 35 ans, il a à la place de son cerveau un ordinateur. On l'envoie en Afrique, on l'envoie parler, entre guillemets, à des homologues, mais en 2-3 phrases, il l'embrouille. Il a face à lui quelqu'un qui ne maîtrise pas aussi bien son logos. Après là, tu généralises et je comprends le propos, mais effectivement, il y a des homologues qui ne comprennent rien, mais tu as d'autres homologues qui comprennent. Et je suis très attentive à ce que tu dis, parce que donc, mon père... qui est décédé il y a plus de 10 ans, enfin il y a 10 ans cette année, était donc avocat. Et donc, il me disait, moi, je ne suis pas née, je n'ai pas grandi en France. Je suis née en Côte d'Ivoire, ensuite je suis allée en Guinée. Et donc, comme tout parent africain, mais intellectuel, il ne rigolait pas avec les études. C'est-à-dire qu'il était très attentif à nos résultats. Et je me souviens qu'un jour, il disait, je fais tout pour que vous fassiez de très bonnes études, parce que je ne veux pas que vous vous asseyez en face d'un blanc et que vous ne soyez pas capable de comprendre concrètement ce qu'il dit. Voilà. Je ne dis pas autre chose. Ton père avait déjà dit ça mieux que moi et de manière plus synthétique. Alors, pourquoi j'utilise l'exemple de mon père? Parce qu'il y a des tonnes de personnes comme mon père. Avant lui, il y avait les chèques en tas de job. Avant eux, il y avait d'autres personnes. Je pense qu'il y a, l'élite qui avait compris, même si mon père n'est pas issu d'une famille riche, mais pour moi, une élite peut se construire. Et il y a l'élite aussi qui hérite. Donc, l'élite, dans tous les cas, avait compris cette nécessité-là de maîtriser
le verbe, de maîtriser les écrits. Et d'ailleurs, mon père me disait la même chose pour l'anglais. Il me disait, écoute, si tu n'es pas capable d'écrire des rapports en anglais, je suis désolée. Et de lire des rapports en anglais, tu ne sais pas parler tu anglais. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait chaud au cœur tout ce que tu dis. Parce que c'est dans le prolongement. Non, parce qu'au moins, ça atteste que ce que je dis, c'est pas le fruit de mon imagination, c'est factuel. Ah non, mais je pense que quelqu'un qui a le recul suffisant, la connaissance suffisante et l'expérience suffisante ne peut pas remettre en question ce que tu dis. Maintenant, en fonction de où tu es spirituellement, mentalement, financièrement, tu peux te dire que, en gros, mais lui, pour qui il se prend? On a l'opinion de sa condition, je suis d'accord. Mais je prolonge ton propos, si je puis me permettre, sur un point qui est nécessaire, je dois clarifier, et tu as raison, et je te remercie de m'avoir interpellé là-dessus. Je peux avoir eu tendance à faire croire que personne sur le continent n'est en capacité de faire face aux fonctionnaires français. Effectivement, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est que si on prend le cas de la France possède à peu près 15 000 hauts fonctionnaires. Oui. Donc une armée. Oui. Maintenant, dans nos pays respectifs... Formés, hein, ça c'est important, et je reviendrai dessus. Voilà, donc 15 000, on ne se rend pas compte, c'est énorme. À l'échelle de chacun de nos pays, je sais pas si on peut en compter 100. Donc c'est en termes de proportion que le déséquilibre est dévastateur. Maintenant, ces 15 000-là, ça donne des cabinets de conseil, ça donne des avocats, ça donne des écrivains, ça donne des journalistes, ça donne tout un tas d'éléments de réflexion qui, à l'échelle d'un peuple et à l'échelle d'une histoire, donnent un logos collectif qui avance. D'accord ? Et c'est ce qui, à mon sens, surtout dans l'espace, j'insiste, francophone, nous fait encore défaut. Et à plus forte raison quand on sait que les cerveaux qui émergent ici ou là sont aspirés par les Américains. Ou par l'Europe de manière générale. C'est vrai. Par exemple, si on prend le cas du Bénin, il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, j'étais récemment en Guinée. Je discutais avec un ami de ma mère, qui est donc haut fonctionnaire guinéen. Et pourquoi je parlais de la formation? Parce qu'aujourd'hui, les hauts fonctionnaires, ils sont formés... Bon, on a les grosses écoles qu'on connaît tous, l'ENA, Sciences politiques, qui ont formé les hauts fonctionnaires français. Il me disait, Gigi, aujourd'hui, en Guinée, on n'a pas d'école. Voilà. En Côte d'Ivoire, tu as peut-être un équivalent de l'ENA, mais en Guinée, on n'a pas. Alors, je lui dis, mais tonton, comment est-ce que vous formez vos cadres? Comment est-ce possible? Voilà. Il me dit, bon, on les forme dans un système de mentorat. Voilà. D'où, encore une fois, c'est la transmission par la parole, par l'expérience. Ce qui est bien, mais qui n'est pas suffisant. Très loin d'être suffisant. Et donc, pour en revenir à ta formation, donc toi, tu parles de l'aspect, donc il faut changer les consciences, il faut transformer, la prise de conscience pour toi-même être transformé. Une fois que tu es transformé, rapidement, parce qu'il faut qu'on avance. C'est passionnant de parler avec toi, mais je n'ai que 1 heure et je suis très en retard. Qu'est-ce que tu proposes après la prise de conscience? Et après, on va avancer parce qu'il y a un point sur lequel je voulais revenir. D'accord. Alors ensuite, pendant 3 mois, donc une fois que tu as eu le déclic au travers de l'introduction incarnée par la masterclass, pendant 3 mois, je te demande de te retrousser les manches et je te transmets étape par étape les clés du langage dit soutenu, mais en fin de compte, les clés du vrai langage. Et à l'issue de ces 3 mois, donc quand je dis étape par étape, on commence d'abord par comment structurer ta pensée et ainsi que tes idées, ça passe par la grammaire. Ensuite, on passe par les verbes de modalité, que ce soit le verbe vouloir, penser, aimer ou dire. J'espère que tu leur parles du subjonctif parce que... J'en parle notamment du subjonctif. Ensuite, il y a la communication non violente, qui est très importante, notamment dans le cadre affectif, que ce soit avec les enfants ou avec madame ou avec monsieur, ainsi qu'au travail, pour transformer un bras de fer en poignée de main, par conséquent se libérer des impulsivités. Donc, en clair, je te donne tous les éléments pour accéder, et c'est ce dont je fais la promotion, à l'afro-noblesse. La noblesse, c'est d'abord le sens de l'excellence, pas uniquement visuelle, mais surtout d'abord linguistique et intellectuelle. Voilà, donc c'est en 3 mois, ta vie bascule à condition que tu te retrousses les manches en révisant 1 demi-heure par jour. Moi, ma formation, c'est 1 heure par semaine. Ensuite, en plus des exercices que je te transmets, ça nécessite de ta part
de te concentrer, de réviser une demi-heure par jour et de faire le nécessaire pour mettre en pratique autant que possible tous les éléments linguistiques. Et Dieu sait qu'il y en a des tonnes. Ça m'a mis 12 ans pour l'élaborer, ma méthode. Voilà. Une forme de dictionnaire alternatif. Voilà. Et au bout de 3 mois, tu commets un bond vertigineux. Ça fait 5 ans maintenant que j'exerce et les témoignages ne manquent pas pour attester, et je pense déjà en être l'une des vitrines les plus frappantes de l'efficacité de ma méthode. D'accord. Voilà. Et où on trouve ta formation rapidement? Alors, on me contacte. D'accord, sur Afro-Noblesse, la page Instagram. Ouais. D'accord, on te contacte en DM? Oui, c'est ça. D'accord, bon, les amis, on mettra les infos. Je mettrai les infos et vous pouvez le trouver également sur la page Instagram. Tu es également écrivain. Je pense que j'aurai pas le temps de trop aller dans le détail sur ce sujet-là, mais ça fait lien avec ce que tu disais, parce que dès lors où tu as des mots, en fait, je pense que c'est naturel, c'est-à-dire que dès lors où tu vas étendre, en fait, ton panel de mots, tu te rends bien compte que tu as besoin d'écrire, parce que déjà, l'écriture a une forme thérapeutique. Déjà. Le journaling, par exemple, aide beaucoup dans des périodes de haut stress ou de dépression. Exactement. Donc, je pense que pour toi, c'était logique de parler effectivement de l'écrit dans ta formation. Donc malheureusement cette fois-ci je peux pas aller dans le détail, mais je pense que je te réinviterai pour qu'on parle de cet aspect écrivain. Je veux qu'on reste sur la partie Afro-Noblesse, parce que l'Afro-Noblesse, je t'ai dit, tu l'affiches, je trouve que tu as une très grande élégance physique, verbale, tu maîtrises ton logo, c'est ton travail. Il y a une vidéo qui m'a interpellée sur ton Instagram et j'aurais voulu que tu m'expliques un petit peu. C'est la vidéo que tu as faite sur Absatoussi, que j'aime beaucoup. Tu as cherché, hein? J'ai regardé tout. J'ai des idées, c'est ce job. Ouais. Mais j'applaudis parce que vraiment, il fallait passer le temps, passer en revue. C'est bien, félicitations. Complètement. Alors, j'apprécie la femme pour l'entrepreneur qu'elle est. Et je vais te citer. Oui. D'accord? Et tu m'expliqueras. Oui. Je fais mon code rapidement. Je t'en prie. Alors, tu nous dis... donc, la vidéo s'intitule Impératrice de la victimisation. Donc, tu parles du culte de la victimisation qui est affiché en France et qui n'est pas que chez les Noirs, hein, parce que tu donnes un panel d'exemples. Merci. Tu parles du vegan, tu parles des gilets jaunes, de toute la culture. Absatou n'est qu'un exemple, je tiens quand même à le préciser. Et tu précises à un moment, donc là je vais te citer, dans notre communauté, elle est autodestructrice. Donc, la victimisation. Donc, dans notre communauté, elle est autodestructrice. Cette victimisation, c'est l'arme de l'impuissance par excellence. Donc, Absatou en est la plus grande représentation. Ok. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'elle fasse avec Zemmour? Qu'est-ce que tu aurais préféré qu'elle fasse? Ok. Alors, ça, c'est le sujet majeur, pas uniquement mon sujet, mais un sujet civilisationnel central et qui divise notre communauté et que je vais m'efforcer, que ce soit ici ou dans mes prochains écrits, d'expliquer avec force et détail tellement il est important. Tellement il est important. Alors, il y a l'aspect d'abord, le contexte, tu l'as évoqué. La France, c'est le paradis de la victimisation. Oui. Mais d'où ça vient? Je le partage. D'où ça vient? Culture chrétienne. D'accord? J'allais même dire judéo-chrétienne. D'abord chrétienne. Le moi est haïssable, l'enfer c'est les autres. Donc, il y a cette culture-là, on se victimise par rapport à ce qui nous arrive. Et en prime, depuis la Révolution française, on se victimise à l'égard de l'État, à l'égard du dominant. Le dominant, il est le méchant. C'est le roi Louis XVI qui a voulu s'échapper. Donc depuis, le peuple, dans son inconscient collectif, voit dans l'élite un bourreau. Très bien. À cela, ça a été relayé, la lutte des classes. Donc c'est une vision nationale. Maintenant, ensuite, depuis les années 60-70, le mouvement féministe et tous les mouvements minoritaires ont surgi. Donc là, les minorités se victimisent face à la majorité. Très bien. Et puis arrive, en France, tout particulièrement, la victimisation des Afros, qui se distingue des autres victimisations par le fait que autant la victimisation peut être une arme face à la majorité,
puisqu'elle joue sur la culpabilisation. Quand tu es physiquement le plus faible, tu as tout intérêt à culpabiliser l'autre pour ne pas qu'il veuille te décapiter. Tout ça, c'est légitime, c'est même logique. Autant, quand tu culpabilises l'autre, mais que toi, de ton côté, tu ne fais pas le nécessaire pour te renforcer, mais tu es dans une position de passivité. Tu es dans une position, tu accuses l'autre, mais toi, tu ne fais rien pour sortir de cet état-là. Et c'est ce qui nous caractérise en France. Et là où c'est le plus encore frappant, c'est même pas à l'égard d'Absatou, même si je vais répondre à la question la concernant, c'est que ça touche les hommes. Une femme qui pleure, elle fait de la peine. Un homme qui pleure, il fait pitié. D'accord ? Il se trouve que, compte tenu de la médiatisation de la société du spectacle, on a réussi à convaincre les hommes afro que se plaindre, c'était une bonne chose. Alors ça s'appelle pas se plaindre, on dit dénoncer, éveiller les consciences, on trouve plein de termes. Donc qui consistent à parler fort devant la caméra, à pointer du doigt, à pointer des dites injustices. Mais une fois que la caméra est baissée, on laisse les frères s'entretuer de 17 ans, de 16 ans à Grigny, à Sarcelles et autres. Et on ne fait rien. Ils vont pas à l'école et on ne fait rien. Alors qu'il y a des bibliothèques, alors qu'on devait se retrousser les manches, les prendre par le col et leur dire, écoutez les frères, votre destin, c'est pas l'État qui l'a entre les mains. Le destin, quand vous vivez en Occident, en tout cas, en France en particulier, vous l'avez entre les mains. Il n'y a pas de coupure d'électricité, vous avez accès à l'eau potable, vous pouvez vous soigner. Donc certes, il y a des barrières, ok, mais vous pouvez les enjamber. Pour ça, il faut se retrousser les manches. Le policier te regarde de travers. Si tu vas à la bibliothèque, tu ne vas pas avoir de bavure policière. Complètement. D'accord ? Donc ce discours-là, je ne l'ai jamais entendu. Encore à présent. Ou en tout cas, il est parsemé peut-être un peu. Maintenant, pour revenir à... Et je termine. Et ce discours porté par des hommes, on ne se rend pas compte. C'est qu'il nous donne l'illusion de la force. Donc dans l'instant, ça nous remplit d'émotions positives. Oh, on est fort. Mais une fois que... C'est comme un shoot de drogue, quoi. Une fois que l'effet est passé, ben dans le réel, on n'est pas renforcé individuellement pour autant. Donc on parle sur les réseaux, mais dans le réel, face à un patron, face à un agent de l'administration et autres, on est écrasé du fait de ne pas avoir les mots, de ne pas avoir les armes de combativité que sont la connaissance, la compétence, la maîtrise de soi. On ne les a pas. En tout cas, pas encore suffisamment. Évidemment, il y a de l'émergence, il y a une nouvelle génération. Je ne suis pas en train de généraliser. J'essaie juste d'englober pour être synthétique et pour être efficace. Maintenant, concernant Absatoussi, que s'est-il passé ? Bon, elle est sur un plateau, elle reçoit Zemmour. Elle est en présence, notamment sur le plateau de Ardisson. Oui. Elle reçoit Zemmour. Ça a été très médiatisé. Ah bah oui, et comment ? Elle reçoit Zemmour. Très bien. Elle lui rentre dedans. C'est d'abord, elle lui rentrait dedans. C'est normal, c'est son jeu, elle était là en tant que sniper. C'est son job. Bon, c'est son job. Bon. Zemmour lui répond. On le sait, il n'est pas tendre. Et on connaît le fond de son âme. La sauvagerie la plus extrême, même s'il essaie d'y mettre du vernis. Et là, il a cette fameuse phrase, « Votre prénom est une insulte à la France. » Parce qu'elle lui pose la question. Oui. Et il lui dit, voilà, votre prénom est une insulte à la France. Et là, comment vous pouvez dire ça ? Mon prénom est une insulte à la France. Et après, c'est à partir de là, ça effet boule de neige, l'émotion. Il m'a insulté, il a insulté ma tradition, il a insulté ma famille, etc. Bon, très bien. Moi, ce que j'enseigne, par exemple, c'est un cas de figure comme celui-ci, j'enseigne des armes pour se défendre. C'est pas tu subis une insulte comme, par exemple, un spectateur au football te traite de sale singe, tu vas te mettre à pleurer. Non. Je t'enseigne soit la hauteur, donc la posture haute. L'aigle ne se préoccupe pas des fourmis. D'accord ? Mais ça suppose d'avoir une vraie confiance en soi et de ne pas être ébranlé à la moindre insulte. Donc c'est un travail en profondeur. C'est pas juste une parole en l'air. C'est être un homme, c'est être un vase avec un ciment et pas un vase rempli d'eau. Mais bon, ça c'est... Donc il y a cette posture-là. Soit... C'est profond ce que tu dis, mais tout le monde n'a pas le recul nécessaire pour comprendre. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer. Et là, tu m'en donnes l'occasion, je t'en remercie. Ensuite, autre aspect, l'ironie ou le sarcasme. Voilà. Donc, on te dit, ton prénom est une insulte à la France, tu peux dire, ah ouais, c'est extrêmement pertinent ce que vous dites là. Waouh, franchement, vous m'apprenez quelque chose. Comme d'habitude, vous êtes lumineux. Tu dis une phrase comme ça, lui-même il se ridiculise. Oui. C'est ça la force de l'ironie. L'ironie, c'est l'arme aristocratique par excellence. Pas besoin de t'énerver. Tu retournes, tu prends ce que la personne vient de te dire et tu pousses à l'extrême, tu forces le trait et tu le renvoies au visage. Et de façon factuelle, les gens qui écoutent, les spectateurs, vont réaliser à quel point c'est absurde. Maintenant, à l'inverse, si tu t'insurges, comme dit les enfants au collège, il y a que la vérité qui blesse. Donc on va se dire, mais pourquoi elle s'énerve ? C'est que quelque part,
peut-être qu'il a mis le doigt sur quelque chose que... Mais il n'y a que la vérité qui blesse, Ludovic. Ah ben voilà, donc quelque part, c'est pour ça que cette victimisation, elle est autodestructrice. Que ce soit dans le rapport de force entre minorité et majorité à l'échelle d'un pays, ou que ce soit face à nous-mêmes, face à notre miroir, parce que ça nous maintient dans une négativité, dans une passivité, dans une faiblesse. Et je dirais même, pour être un peu provocant, dans une mentalité féminine. Ah, on n'aura pas le temps de revenir sur ça. Même, on n'aura pas le temps, mais je te dis que tu reviendras et je pense que tu as saisi un petit peu la façon dont je fonctionne. Je suis curieuse de savoir ce que tu entends par là. Même si je sais que bon, c'est une punchline et c'est pour rigoler, mais je sais que tu es assez intelligent et que ça implique quelque chose que tu m'expliqueras un peu plus en détail. J'ai bien compris ce que tu dis et merci d'avoir clarifié parce que moi, c'était vraiment, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'elle fasse? Donc, je comprends. Maintenant, les personnes... Alors, Christiane Taubira, par exemple, elle aurait répondu du tac au tac. Elle a été confrontée à Zemmour. Il faut voir comment il est sorti. Zemmour, il a perdu des dents. Donc, c'est cela, la virilité verbale. On peut être une femme et avoir une virilité verbale. Quand je dis mentalité féminine, c'est-à-dire la mentalité de la douceur, qui a des aspects positifs, mais aussi de la passivité et d'une forme de faiblesse. Donc, on ne se défend pas, on accuse le coup, on attend que quelqu'un d'autre vienne nous sauver. On a tous en nous de la féminité et de la masculinité. On précise. Maintenant, la mentalité féminine, c'est la mentalité de la douceur et de la faiblesse. À la différence de la mentalité masculine où, cette fois-ci, on est dans la prise en main soi-même de son destin. Donc, on contre-attaque. On est dans l'autodéfense. Et cette culture-là, Harriet Tubman, aux États-Unis, l'avait. Angela Davis l'avait. Michelle Obama l'a. Toni Morrison l'avait. En France, Fatou Diom l'a. Excellente, Fatou Diom. Excellente. Après, Chimamanda Adichie l'a. Excellente aussi, donc c'est pour dire que c'est pas une question d'homme ou femme. C'est une mentalité, une avec combativité. Des outils quand même qui sont différents. Là, on parle d'un entrepreneur. Là, tu viens de citer, notamment sur les deux écrivaines, ce sont des écrivains. Elles ont la maîtrise du verbe, elles ont la maîtrise des figures de style. Elles ont la maîtrise du logos, très clairement. Et Chimamanda, on n'aura pas le temps d'en parler, mais elle le fait tellement bien. On lui a demandé pour les anglophones. Il y avait des bibliothèques au Nigeria. Tu as vu cette interview? Oui. On lui demande, il y a des bibliothèques au Nigeria. Elle a répondu, tu as vu comment elle a répondu? Exactement. Bon, voilà. Elle aurait pu s'insurger. Exactement. Pourquoi? Oui. Non. Elle a Exactement. rigolé, elle a éclaté de rire. Bon. Exactement. Voilà parce qu'elle maîtrise. Et voilà ce que j'essaie, moi, d'enseigner. J'ai compris. Voilà. Oui, je comprends, je respecte. Ceux qui ne comprennent pas et qui se disent, bon, visiblement, tu fais beaucoup de travail pour les afros. En gros, toi, t'es afro-noblesse et tu craches sur une femme noire. C'est quoi le problème? Je crache sur une femme noire? Oui, quand on voit cette vidéo, on se dit, bon, ce mec-là, c'est afro-noblesse, mais il est en train de cracher sur une femme noire. Ouais, d'accord. Alors, si on va sur ce terrain-là, effectivement, la vitrine... Comment tu peux dire, OK, je suis légitime et ça ne change rien au fait que je suis afro-noblesse? J'y viens. Effectivement, la figure la plus sacrée dans une civilisation, dans une communauté, c'est la femme, porteuse de la vie. Jusqu'ici, on est d'accord. Maintenant, est-ce que Hapsatoussi représente cela à l'échelle de notre communauté, aujourd'hui? Est-ce qu'elle est mariée avec Moussa ou Idrissa? Non, mais si on va jusqu'au bout du raisonnement. Non, mais si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas craché sur elle ad hominem. C'était un cas de figure qu'elle incarnait. Maintenant, demain, si elle rentre en contact avec moi, ou si je rentre en contact avec elle, et qu'elle souhaite que je la forme, ou qu'elle accepte que je la forme, je ne vais pas lui dire non, tu ne mérites pas, tu es dans la victimisation. Elle n'est que le fruit d'un contexte. Nous sommes le fruit du contexte, j'insiste encore, français. C'est la France qui nous a plongé, depuis notamment SOS Racisme, nous autres afro, dans une narration victimaire. Pas plus tard qu'avant-hier, sur les réseaux sociaux, je vois une sœur qui poste, consacre un post à l'esclavage. Et dans sa mise en scène textuelle, elle dit oui, c'est notre histoire, etc. Bon, moi j'interviens, je dis bon, c'est une partie de notre histoire. C'est pas totalement c'est pas uniquement notre histoire, c'est une partie. Tu attends un petit peu au détail. Voilà, je dis, c'est une partie, s'il te plaît. Oui. Elle répond ah mais oui, mais on avait compris, mais c'est juste. Je dis oui, mais c'est pas tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la foulée, 2 hommes d'autres communautés sont venus
pour dire ouais, vous n'êtes que des esclaves. À Haïti, regardez, vous êtes moins rien quand vous êtes tout seul. Et là, ensuite, j'ai repris un commentaire. Je dis regarde, ma sœur, tu vois, quand tu nous présentes, quand on ne se présente que sous l'angle de l'esclavage, on enferme notre image dans l'imaginaire de l'autre, dans l'esclavage. Donc, le gueux, le descendant de Jacouille la Fripouille, qui n'a aucun mérite dans l'histoire de France, qui n'a pas construit le château de Versailles, qui n'a pas mené la bataille à Soissons, que sais-je, il n'a aucun mérite, mais pour autant, parce qu'il a une peau claire, il arrive à se croire supérieur à nous, parce qu'on a une peau moins claire que lui. Maintenant, il s'appuie sur quoi ? Parce que nous, tous les jours, si on dit tous les jours on est des descendants d'esclaves, comment il peut nous voir comme des descendants de Soundiata Keïta ? Non, mais moi, je dis ça. Non, tu as raison. Voilà mon discours. Moi, je me suis faite insulter sur un live parce que j'ai dit ce qui est. Tous les Noirs n'ont pas subi l'esclavage. Okay. Et je me suis fait... Mais attends, ce qui est... Mais c'est factuel. C'est factuel. Moi, c'est ce que je dis de façon paraphrasée. Je dis, je ne suis pas le descendant de Kunta Kinte, mais plutôt de Soundiata Keïta. Voilà. Après... Je peux comprendre aussi que certaines personnes, notamment nos frères et sœurs des Antilles, puissent voir cette phrase comme un mépris de leur souffrance. Maintenant, à ces frères et sœurs, je leur dis, ils peuvent s'identifier à Louis Delgrès ou à Boukman. Alors, moi, c'est pas plus qu'à Kunta Kinte. Non, mais ça parce que c'est un détail qui a son importance. Tu as raison. Et quand je pense qu'une fois qu'on est adulte... Et je ne juge pas, tout le monde passe par des déserts émotionnels et tout le monde n'est pas au même niveau en termes de mentalité, de prise de recul. Maintenant, les faits sont les faits. Quand tous ceux qui connaissent très bien l'esclavage, puisqu'ils en parlent tout le temps, ils sont les mieux placés pour savoir que l'esclavage n'a pas touché tout le monde. Et dès lors où cela est dit, on sait que nous, on a subi la colonisation, qui n'est pas meilleure que l'esclavage. C'est l'esclavage à domicile. Exactement. Donc, dès lors où ça s'est expliqué, il n'y a pas... Les personnes qui écoutent ce discours n'ont pas besoin de monter dans les tours inutilement. Et pourquoi est-ce que pour moi, c'est important de le dire ? C'est pour rejoindre ce que tu disais par rapport à la sœur qui a fait le post, c'est que ce n'est qu'une partie de notre histoire qui n'a touché qu'une certaine population et pas une autre. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui me dérange. Et donc, dans ce que je comprends, c'est de toute façon, les gens penseront ce qu'ils veulent. Je pense que tu as très bien expliqué ce vers quoi tu veux tirer et toi, ta mission de vie quelque part. Pour revenir sur SOS Racisme, que tu as cité à titre d'exemple. Assa Traoré, si je comprends ton raisonnement, est dans une forme de victimisation. Est-elle, si je comprends ton raisonnement et si j'essaie de l'appliquer, pas la personne, mais ses actions et ce qu'elle présente traduit une certaine forme de victimisation. Oui ou non? Alors, pour toi. Excellente question. Excellente question. Parce qu'à ça, évidemment, concentre sur elle-même, elle divise la France. Elle divise la France. Bon. Ce que je pense d'Aïssa, c'est que, initialement, et avec Dieu, quand on regarde un peu rapidement, on peut penser que non seulement elle est dans la victimisation, et qu'en plus, elle est dans la mauvaise foi. On peut le penser, du fait que son frère, c'était pas... oui, d'accord. D'accord. On peut le penser. Oui, bon. Oui. Et puis ensuite, quand on regarde le cheminement de son combat, quand on regarde avec quelle détermination sur les plateaux de télé, elle défend bec et ongle ses arguments, avec calme, autant que possible, avec aussi le souci esthétique. C'est très important, ça, le souci esthétique, parce que la noblesse, l'impact visuel, ce n'est pas à négliger. Les Black Panthers ou Malcolm X, s'ils avaient le souci esthétique, c'est parce qu'ils savaient que la beauté, c'est aussi une arme politique. Complètement. Donc, à ça, l'a très bien compris. Donc, à cet égard, elle utilise ce que le système, c'est ce que j'ai expliqué, la culpabilisation, mais en tant qu'arme politique, puisque, et Martin Luther King l'avait bien compris, c'est l'arme du faible, mais à condition, pour pas être victimaire, que ça s'inscrive dans un récit de proposition, dans une narration qui permet de déconstruire dans l'imaginaire de l'autre, que ce soit son complexe de supériorité ou de vider sa haine, enfin, d'avoir une action sur l'esprit de l'autre. Donc, quand elle fait descendre toute la jeunesse de France, quelles que soient les couleurs, en plein Covid, là, pour moi, elle bascule dans l'histoire de France positive.
Elle est plus dans la D'accord. victimisation. Pour moi, le point de bascule dans mon regard à ça, c'est lorsqu'elle a fait descendre toute la jeunesse de France pendant le Covid, là où tous les médias, tous les journalistes, tous les politiques disaient restez chez vous, dans la foulée du mouvement de George Floyd. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait de ce mouvement? Quels sont ses projets? Ça, je ne sais pas, il faudrait lui demander. Mais quoi qu'il en soit, je ne mets pas dans le même sac Assa Traoré et Absatoussi. Je mets dans le même sac Absatoussi et Rokhaya Diallo, par exemple. Oui, tu l'as cité d'ailleurs dans la Voilà. vidéo. Pour moi, elle, c'est c'est-à-dire la papesse de la victimisation. Mais d'un autre côté, je ne vais pas dire que c'est la nature féminine qui veut ça. C'est-à-dire que pour moi, à la limite, une femme qui se victimise, ce n'est pas si grave que ça. Le rôle de la femme, c'est pas forcément, je dis pas qu'elle doit pas, mais c'est pas forcément d'être combative. C'est le rôle de l'homme d'être combatif, d'aller au front. Si demain il y a une guerre, on est tous les deux, je te dis va prendre les armes à ma place, moi je reste à la maison, je garde les enfants. Tu vas me dire mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Bon, les féministes, on va faire, ne commencez pas sous les commentaires. Oui. Je comprends. Je suis moi-même féministe, Ouais. mais quand je dis les féministes, et je pense que tu es toi-même féministe si tu as des enfants et que tu as une fille et que tu œuvres pour son indépendance, notamment financière, Ouais. tu es de facto féministe. Ah, tu m'obliges à dire que je suis féministe. Non, je ne t'oblige C'est la façon pas. dont tu as dit. Mais De facto. tu as lu Ouais. Chimamanda et elle explique très bien ce qu'est féministe. Alors, ce n'est pas mais ces dames Ah. qui vont dans la rue Voilà. défiler seins nus ou Les fémènes. afficher dans leur discours ou lors de conversations avec des hommes une forme affichée d'agression de lutte des ou sexes. de lutte. Ouais, d'accord. Voilà, moi je ne suis pas dans ce type-là. Merci de préciser. Effectivement, je me réclame de l'humanisme. Et dans l'humanisme, évidemment, il y a le féminisme. Donc ça, c'est évident. Maintenant, à côté de ça, il y a le néo-féminisme. Et c'est le néo-féminisme qui a été récupéré, alors ça va faire un peu polémique, par une frange du féminisme lesbien et qui, de façon naturelle, n'a pas besoin des hommes. Les femmes lesbiennes n'ont pas besoin d'hommes dans leur lit. Elles ont quand même besoin d'un homme pour faire un enfant parce qu'elles vont aller dans des banques de sperme. Ah oui, non, donc, mais pas dans leur lit. Pas dans leurs relations humaines. Je suis d'accord, Mais l'homme doit être là à un moment donné. Non, j'essaie d'expliquer d'où vient le néo-féminisme. Le néo-féminisme, il y a le féminisme de Christine de Pisan, Olympe de Gouges, jusqu'à Simone de Beauvoir. Donc hétérosexuel qui s'inscrit dans une volonté d'émancipation d'abord individuelle et de complémentarité. Et puis il y a le néo-féminisme qui, lui, a pour souche Judith Butler. C'est la reine de la théorie du genre. D'accord. C'est celle qui explique finalement il n'y a pas de genre, tout ça c'est du conditionnement. Et pourquoi? Visuellement, jusqu'à Caroline Fourest. De dos, tu ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est-à-dire qu'il y a ce déterminisme personnel qui ensuite influe sur une vision du monde, sur une idéologie. Donc moi, je ne les accuse pas. Elles jouent leur partition, c'est normal. Le problème, c'est que maintenant, à l'échelle des rapports hommes-femmes, ce néo-féminisme-là qui est devenu dominant, puisqu'il domine à l'échelle des productions intellectuelles, il y a Alice Coffin, Le génie lesbien, qui est un ouvrage qui a fait polémique, où elle explique qu'elle rêve d'un monde sans hommes, en tout cas pendant une journée. Enfin voilà, ça va très loin. Eh bien, ça a des conséquences maintenant sur un champ de plus en plus large, pas de femmes, pas de toutes les femmes, mais des femmes universitaires, donc les futures dirigeantes de demain. Il y a une semaine, j'ai croisé chez des amis une demoiselle, on parle, elle m'explique qu'elle fait du MMA. Donc elle était à la fois très esthétique et elle fait du MMA. Je dis, ah tiens, t'es à la fois féminine et masculine. Elle me dit oui. Et d'un coup, c'est comme si sa conscience néo-féministe ressurgit. Elle me dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Je dis, mais je sais pas, MMA, c'est un peu masculin, viril. Elle me dit, mais non, c'est hommes et femmes, il n'y a pas de différence. Je dis, pardon? Et là, elle a commencé à se transformer en volcan, à me cracher une rage. Et là, j'ai dit, ah ouais, on en est là, quoi. Waouh. Je me suis dit, ok, on peut même plus avoir une divergence. L'acceptation d'une divergence, c'est un crime. C'est même plus des pincettes, là, c'est un crime. C'est que je suis pas d'accord avec elle, je suis un criminel. Donc, cette partie-là, je ne sais pas quelle proportion, mais je ne m'en réclame pas. Je ne vais pas dire que je leur fais la guerre parce que chacun ses combats et elles ne m'empêchent pas d'aller à la bibliothèque ni de former. Donc, grand bien leur fasse. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'échelle d'une société, notamment française, ça va conduire au pire. En tout cas, moi, voilà ma conviction. Mais oui, sinon, pour ce qui est du féminisme, je ne peux que être féministe au sens de l'égalité des droits, l'accès à l'indépendance éducative, économique,
Mais il faut quand même comprendre qu'il y a des différences néanmoins de nature entre les hommes et les femmes. Ah oui, mais complètement. Voilà. Mais et d'ailleurs, hein, moi, je cherche à interviewer des trans personnes parce que ce sujet-là, il faut qu'on en parle dans notre communauté. Bon courage. Ben, écoute, bon courage pour trouver la personne ou bon courage pour que la personne vienne. Pour que la personne vienne. Nous-mêmes, D'accord. dans les funérailles des tabous, on essaye de faire venir des gens des communautés homosexuelles ou lesbiennes. En coulisses, ils échangent, il n'y a pas de problème. Face caméra, les faire venir, c'est une autre paire de manches. Ouais, Voilà. je comprends. Merci pour l'échange. Un mot pour la fin. Si vous voulez être maître de votre destin, soyez maître de votre verbe, soyez maître de votre logos. Le monde est divisé en deux. D'un côté, il y a les dominants, et ce sont ceux qui dominent leur logos, par le verbe, par la culture de l'écrit, de la précision. Et de l'autre, il y a les dominés, ceux qui sont prisonniers de leur pathos, qui ne maîtrisent pas l'écrit, qui ne maîtrisent pas le verbe. Voilà la réalité du monde. Maintenant, à vous de savoir dans quel camp vous voulez appartenir. Merci beaucoup. Donc, premier jeu que je te propose, c'est le jeu En face de toi. Est-ce que tu connais En face de toi? Oui. Oui. Donc, Je suis heureux de découvrir les discussions que ce couple, que ce tandem de choc nourrit de vidéo en vidéo. Je trouve ça très salutaire pour la communauté. C'est très intéressant que parce que un mariage heureux, c'est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Et le sens de la conversation au sein du couple, où le volume n'est pas augmenté, où on ne veut pas imposer à l'autre son point de vue, où il n'y a pas de menace, où il n'y a pas de grève du sexe, où on échange... Ça, on ne sait pas. Je dis juste... Pardon, tu as des infos peut-être bon, hein? Pas du tout. En tout cas, bon, vous m'avez compris. Oui. Vraiment, il y a un échange dans une volonté constructive d'avancer. Oui. Moi, je trouve ça vraiment très éloquent, très riche, et que j'espère en tout cas que ça a appelé à perdurer, à s'institutionnaliser. Absolument. Ils sont vraiment the definition of black love. Vraiment. Donc, leur jeu, le premier, donc c'est un jeu de cartes où il y a des questions pertinentes, des questions qui sont un peu rentre-dedans. D'accord. Notamment celles qui sont dans le jeu rouge, c'est les questions vraiment assez intimes. Ouais. Et les deux autres jeux de cartes qui sont bleus, donc c'est des questions simples ou des questions un peu moyennes qui ne sont pas trop intrusives. D'accord. Donc ce que je te propose, tu vas piocher une carte, je vais aussi me prêter au jeu, je vais tirer une carte, tu lis la question, tu y réponds et je ferai la même chose. Très bien. Ok. Bah, je te laisse. Déjà, félicitations pour la création de ce jeu qui s'inscrit dans l'élévation de soi par son logos à travers des questions. C'est en se questionnant qu'on se découvre et qu'on apprend à connaître la vie, à se connaître. Donc vraiment, rien que pour ça, déjà, j'applaudis de 1000 mains. Et ensuite, je vais me prêter au jeu. Alors... Ah, toi, tu... Ah bah oui, hein, moi j'ai... Ah bah, j'ai dit, toi, tu restes très... tu ne prends pas de risques. Voilà. Ah, je peux prendre les deux à la limite, ou une seule? Écoute. Ici, et vous souhaitez là. Ça marche. Bon. Je vais prendre deux bleus. Ok. Je me suis déjà prêtée au jeu avec le rouge. Ok, alors, la question bleue, est-ce que l'argent facilite-t-il une relation amoureuse? Comme on dit, quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour part par la fenêtre. Maintenant, par relation amoureuse, sérieuse, donc on exclut les relations d'adolescents, faites d'amour et d'eau fraîche, Roméo et Juliette, tout ce que vous voulez. Ça reste, le mot évidemment facilite, évidemment que ça facilite, dans le sens où, à moins de vivre dans une forêt, quand on vit une relation amoureuse, on n'est pas exclu de la société, il faut payer des charges, il faut payer un loyer, il faut s'habiller, bref, on est tous les jours confronté à l'exigence de dépenser de l'argent. Oui. Lorsqu'on ne peut pas répondre avec aisance, sans se gratter la tête, sans avoir des gouttes de sueur, sans regarder l'autre de travers parce qu'il a dépensé la veille alors que le lendemain, il fallait acheter telle chose. Si on a cette liberté-là, il y a des chances qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que l'argent que l'on ne possède pas, c'est l'instrument de notre esclavage à tous les niveaux. Et l'argent que l'on possède, c'est l'instrument de notre liberté. Donc oui, quand on a l'argent, ça facilite
ô combien la relation amoureuse. Ça ne veut pas dire que ça règle tous les problèmes, qu'on se comprenne bien, mais néanmoins, ça facilite très très largement dans notre société de la consommation. Complètement. Je suis à 100% d'accord. J'ai rien à rajouter. Alors, maintenant, la question rouge. La baisse de libido dans mon couple autorise-t-elle le libertinage? Ouh, lolo. Autorise, donc l'autorisation. Donc la conséquence du libertinage serait la baisse de la libido dans le couple. Donc c'est pas la libido personnelle, c'est pourrait être la conséquence. Non, alors attention, là c'est autorise-t-elle, oui. Oui. C'est toujours là-dessus, c'est très compliqué puisque la notion de couple aujourd'hui plus que jamais est sacralisée. Le couple, c'est la valeur sacrée qui a remplacé la patrie. On parle de révolution de l'amour. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. Il y a des ouvrages qui ont été sortis là-dessus. Je recommande vivement l'ouvrage, par exemple, de Luc Ferry ou un autre ouvrage dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui parle de l'amour et l'Occident. Donc, il y a vraiment aujourd'hui au centre des préoccupations civilisationnelles l'amour et le couple. Hier, on pouvait mourir pour sa patrie. Aujourd'hui, on peut mourir pour sa dulcinée. Ce qui n'était pas le cas hier. D'accord ? Moi, grosso modo, à travers les films, à travers les productions culturelles, on le voit. D'accord ? Et cela, ça suppose la fidélité. Il y a un lien, en tout cas dans l'imaginaire collectif, entre le couple et la fidélité. Qu'on peut comprendre. C'est vrai. Il ne s'agit pas de jeter la pierre ou d'accuser. On peut comprendre. Parce qu'un vrai couple, c'est la fusion, c'est la communication, c'est la complicité, c'est la confiance. Or, l'infidélité, en soi, ce qui cause du tort, c'est pas l'acte en lui-même, même si ça peut être dérangeant, c'est de le savoir. C'est tout ce que ça implique derrière. C'est le sentiment d'avoir été trahi, c'est l'absence de confiance. Donc c'est cette porte ouverte vers le chaos et l'instabilité que ça occasionne. Oui. Maintenant, si à plat, autour de la table, le problème se pose de la baisse de la libido, qu'on se regarde dans les yeux, on se dit écoute chérie, ça fait 15 ans, un seul partenaire, une routine s'est installée, le désir à ton égard, c'est limité, ça me nuise. Néanmoins, j'ai quand même encore envie d'explorer certaines choses, certaines saveurs. Est-il envisageable de... Bon, ça peut être entendable. On peut se dire, pourquoi pas, rationnellement. Maintenant, le seul problème, parce qu'il y a aussi, il peut y avoir un piège, c'est que les relations charnelles, le coït, ce n'est pas juste un acte physique. Enfin, ça peut l'être, comme ça peut produire sur autre chose, sur un déclic, sur un coup de foudre. Quand il y a une fusion physique, une alchimie, là, on se dit, waouh, finalement, c'est lui ou c'est elle qu'il me faut. Et voilà comment un accord pour combler un manque au sein du couple, mais qu'on croyait solide, finalement apparaît comme un testament, quoi. Comme un acte d'arrêt de mort. Donc, c'est un risque. Ça, c'est le plus gros risque, effectivement. C'est cela. Donc après, il faut savoir ce que l'on veut. C'est pour cette raison que moi, avant toute chose, ce que j'aime à dire et à me répéter, c'est que je préfère, avant tout, je privilégie mon amour propre à mon amour. Donc, pour éviter toute dépendance. Excepté les dépendances à l'égard de mes enfants. Oui. Voilà. Bon, après, tu as eu quand même une jeunesse où tu as déjà fait les 400 coups, donc ça marche. Bon, écoute, à mon tour, donc première question, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler en couple? Ah, du coup, c'est la question que Tiana a eue. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas pour travailler en couple. Je l'ai dit à Tiana, donc Tiana Mayembe qui est avec nous. L'excellente Tiana Mayembe. Exactement. Je ne suis pas pour, parce que je ne suis pas à un niveau spirituel et mental actuel qui me disent que, en fait, mon mari va aussi être mon partenaire professionnel. Je veux juste que mon mari soit mon mari, c'est tout. Et je suis très attentive aux finances parce que je travaille dans une banque, j'ai fait de la finance et RH. Et je suis très attentive au compte, à l'actif et au passif. Et je pense qu'en l'état actuel des choses, si mon mari devient mon partenaire, il y a un très fort risque que ça détruise notre relation amoureuse. Et en plus, je suis une control freak parce que je contrôle tout.
Je contrôle, je veux contrôler, surtout quand on parle d'argent et que je connais comment fonctionne en fait l'actif, le passif. Je fais très, très, très attention. Et je me dis, j'ai pas envie de ça. Ça ne cadre pas avec le rôle que tu vois le tien de la femme épouse? Non, je pense que la personnalité, parce que je suis fiancée, la personnalité de mon homme... Il va me dire, non, mais calme-toi, c'est bon, je suis pas ton salarié ou je suis ton partenaire ou voilà, tu vois. Donc non, je veux juste pour le moment avoir mon mari. Et je pense que c'est très personnel. D'accord. En même temps, c'est très honnête, ce que tu dis. Oui. J'insiste sur ce point dans la mesure où, tu sais, le déni, c'est le propre de l'être humain. On aime avoir raison et dès que quelqu'un nous attire notre regard sur l'angle mort intellectuel, on veut balayer d'un revers de main dans la société de l'ego et de je suis. Et il se trouve que sur cette thématique-là, par exemple en France, quand j'entends certaines féministes estimer que la société est patriarcale et qu'il faut encore combattre, je leur dis, mais je sais pas, allez voir les concessionnaires, allez voir les agents immobiliers qui sont confrontés à des couples, vous allez vous apercevoir que dans la majorité des cas, c'est la femme qui décide, c'est la femme qui contrôle. Et c'est une bonne chose. C'est pas en soi, il faut le reconnaître. Oui. Et parfois, je vais même plus loin dans mon raisonnement. Je dis, mais parfois, vous brandissiez la parole biblique qui demande à la femme d'être soumise. Soyez soumise à votre mari comme votre mari est soumis à l'église. Bon, et je leur fais comprendre que si on demande à la femme d'être soumise et pas à l'homme à l'égard de sa femme, c'est peut-être parce que chez l'homme, c'est beaucoup plus naturel. Ce qui n'est pas demandé dans la Bible, c'est peut-être parce que naturellement, ça l'est. Ben oui, on ne nous demande pas, par exemple, de ne pas manger nos excréments. Oui. Parce que naturellement, on n'a pas l'idée de le faire. Donc si on ne demande pas à l'homme de se soumettre, c'est parce que naturellement, entre quatre murs, et on le sait tous, quand on est en couple, la femme est plus intuitive. Donc quand je parlais du féminin tout à l'heure, elle a plus d'intuition, elle est plus émotionnelle, mais dans le bon sens du terme. Quand on commet un acte négatif à l'extérieur, c'est la femme qui va dire c'est pas bien ce que tu as fait. Ça, c'est pas bien. Et donc, nous-mêmes, ça va nous sortir de cette... esprit de domination propre à l'homme, la testostérone, on veut dominer, on veut écraser, pour nous ramener à la réalité humaniste, humaine, l'éthique du care et l'empathie. Donc la femme a un rôle fondamental, central. Donc le nier, pour moi, c'est un drame. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est important de rappeler le rôle de la femme et qu'en France, même s'il y a des féminicides tous les 3 jours, il y a des viols, enfin voilà, il faut pas nier. Néanmoins, on n'est pas en Afghanistan. Je suis d'accord. Voilà, après, bon, ça, c'est une conversation pour une autre fois, mais je suis très mal à l'aise avec le mot soumission. Pas parce que je ne pense pas qu'une femme doit être soumise, mais c'est qu'est-ce qu'on entend par la soumission. Je pense qu'un synonyme comme le respect ou la valorisation serait peut-être un peu plus approprié. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, c'est une discussion. Non, on va pas prolonger. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Certains hommes utilisent le mot soumission pour masquer leur propre médiocrité. Voilà. C'est-à-dire qu'ils veulent que la femme soit soumise, mais soumise à quoi ? T'es pas un mâle alpha, t'arrives pas à assumer certaines responsabilités, tu ne l'honores pas peut-être la nuit comme il faut, tu n'as pas un sens de la conversation particulier quand il s'agit de parler, en dehors de parler du sport, tu ne parles de rien, enfin voilà, donc après tu veux qu'elle soit soumise à quoi ? Donc il y a aussi cette dimension non négligeable. Donc c'est devenu une excuse, pour certains. Oui. Après de l'autre côté, il y a des femmes rebelles aussi, il y a des femmes... Pour un oui ou pour un non, bon, elles discutent toujours sur tout, donc c'est aussi compliqué. C'est vrai. Voilà. C'est une discussion qui embête tout le monde, mais même ces histoires de mâle alpha, excuse-moi, je trouve que c'est des grosses conneries. Ah oui, bon, on va y consacrer une autre émission un jour. Voilà, c'est très long. Okay. Deuxième question, que ferais-tu s'il ne te restait qu'un mois à vivre ? Alors, s'il me restait qu'un mois à vivre, je pense que je rentrerais en Afrique, dans un premier temps en Guinée, parce que ma mère y vit. Je passerai du temps avec elle. Je lui dirais, maman, il me reste un mois à vivre. Viens, on va dans le village de papa. Je veux rencontrer les gens. Je veux qu'ils me parlent parce que je suis Peul du côté de mon père. Donc, je m'appelle Diallo. Qu'ils me parlent de la culture Peul, qu'ils me parlent de la transmission Peul, que je comprenne encore mieux, encore plus mon histoire. Et je ferai la même chose en Côte d'Ivoire, donc du côté de Gagnoa, qui est donc le village de ma mère. Ma mère est Bété, pour comprendre. Et ensuite, je reviendrai avec elle à Conakry 1 semaine avant ma mort. Et je lui dirai quels sont les plus beaux souvenirs de sa vie
Et est-ce qu'elle est fière de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Et basta. Ok. En ce qui me concerne, s'il me restait 30 jours à passer sur Terre, je consacrerais 25 jours à écrire. À écrire pour les prochaines générations, à commencer par mes enfants, voilà, à leur donner un maximum d'outils méthodologiques, un maximum d'éléments d'élévation à l'égard des enfants, des adolescents, et en particulier de notre communauté. Le chantier, il y a un gros chantier à ce niveau, il faut faire comprendre certaines choses, et un livre peut changer une vie. Donc fondamentalement, j'ai beaucoup de... Quand on a la chance de savoir écrire et de façon utile et efficace, c'est un devoir absolu. Donc vraiment, 1 mois à écrire. Et les 5 derniers jours, là, je crois, je verserai dans le stupre, la luxure, voilà, sans rentrer dans les détails. C'est très honnête. Et le dernier jour, le dernier des derniers, dont l'avant-dernier avec la famille, les enfants surtout, le dernier des derniers, seul avec Dieu. Voilà. Intéressant. Isolement total, parce qu'à un jour près, c'est pas... Voilà, seul avec Dieu, discussion interminable. Pour moi, Dieu est solitude. Donc, voilà. Je suis complètement d'accord. C'est un sujet pour une autre fois. Ouais. Merci de t'être prête au jeu. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le temps d'être venu. Et merci pour tes questions ô combien pertinentes, qui, je l'espère, en tout cas à travers mes réponses, permettront à certains d'être éclairés ou d'avoir un déclic. Parce que moi, ma volonté, c'est de déclencher, d'attiser des déclics. Mais je le vois. D'être passionné par la lecture et par les mots. Autrement dit, par la véritable liberté. Je comprends. Ouais. En parlant des mots, oui. J'ai un cadeau pour toi. Oula. Bon, je fais ça avec tous les invités, mais c'est parce que les gens qui Moi viennent... qui me sentais privilégié. Non, mais tu sais pourquoi vous êtes privilégié? Parce que ne viennent dans ce show que les gens... Pardon. Les gens que j'admire. J'admire pour le travail, pour la sincérité, des fois juste pour l'énergie qu'ils dégagent. Donc, c'est un cadeau. Oui. Je ne peux rien t'offrir, bien entendu, mais c'est quelque chose qui, je pense, que tu vas apprécier. Donc, je te laisse. Oui, découvre-le. Merci. Face caméra. Ok. Alors, attention, roulement de tambour. Hop. Ouh là là. Le français avec style. Voilà. Donc, alors c'est une dame que je suis sur Instagram qui est professeure de littérature. Donc, c'est pas de la gnognotte que je te donne. Alors, je lis la 4e de couverture pour que tout le monde découvre. Éventuellement, ça inspire d'autres. Karine Dijoud a le goût des mots bien choisis et des phrases ciselées. Grâce à ce livre, elle nous invite à reprendre possession de la langue française et à nous exprimer avec élégance. Enrichir son vocabulaire, débusquer pléonasmes et tics de langage, éviter les pièges de la prononciation. Le style n'est pas que vestimentaire, les mots, eux aussi, peuvent nous faire briller de 1000 feux. Ah bah dis donc, merci beaucoup, c'est presque une concurrente directe. Complètement. Complètement. Bon, je sais tout. Je pense que la concurrence, elle est importante. Elle est salutaire, elle est salvatrice. Complètement. Et j'ai voulu t'offrir ce livre-là, parce que déjà, quand j'ai pensé au livre, je l'ai acheté aussi pour moi. Ouais. Parce que ce que je disais, notamment avec Tiana, c'est que j'utilise beaucoup l'anglicisme parce que c'est une langue que j'apprécie. Et je me rends compte, c'est factuel, que mon vocabulaire, le panel de mots dont je dispose est très faible. À contrario, ma sœur, qui est une littéraire, qui a fait des études littéraires, qui lit, qui écrit, à chaque fois, elle me dit « Gigi ». Excuse-moi, on dirait que t'as pas été à l'école en fait. Et je lui dis mais pourquoi Elle me dit mais fais quelque chose, lis beaucoup plus en français. Tu es en France, tu n'es pas aux États-Unis ou en Angleterre. Tu veux élever ton niveau de langage ou pas? Oui, parce que je pense que c'est important. Si tu le souhaites, on va se complètement. Et donc ce livre-là, je l'ai acheté pour moi-même et je me suis dit mais attends, je te reçois, c'est la moindre des choses que de t'offrir ce livre-là. Et ce qui peut être intéressant pour toi, parce que je pense qu'il y a plein de mots que tu connais déjà, c'est notamment les tics de langage, parce que vu que tu veux servir notre communauté et qu'il y a beaucoup de gens de la communauté afro qui t'approchent, il y a beaucoup de tics de langage que les Français, comme on dit de pure souche, font eux-mêmes et que les médias dits mainstream
alimente. Oui. Et ce sont vraiment des fautes de langage et des tics de langage, mais énormissimes. Donc, j'espère que ça t'aidera notamment dans ton travail et si tu veux, voilà, uploader, j'allais dire, ou update, c'est mettre à jour certaines formations. Eh ben, j'espère que ça pourra t'aider. Ben merci. Alors, si je peux répondre pour avoir déjà traversé en diagonale, alors merci, c'est très... déjà, ça me touche. Avec grand plaisir. Donc, quand on m'offre un livre, forcément, je fonds. Après, en tant que professionnel, si maintenant je dois parler en tant que professionnel, ma formation, justement, offre tout ce que ces livres n'offrent pas. D'accord. Dans le contenu, il n'y a rien que ma formation ne contient pas et ma formation est beaucoup plus riche, beaucoup plus détaillée. Pourquoi ? Parce que pour connaître une maladie, il faut connaître l'ancien malade et pas le médecin. Moi, j'ai grandi en dehors de la langue française, dans le langage wesh wesh. Et j'étais à la conquête de la langue française. Donc, je sais quel chemin emprunter pour y accéder. Ce qui n'est pas le cas de madame, même si, pour ceux qui les découvrent, ont des choses intéressantes, je pense, dedans. Néanmoins, si je prends un détail, je ne vois pas de chapitre consacré à la grammaire. Non, je ne pense pas. C'est vraiment... Or, oui. La grammaire, c'est la colonne vertébrale de la langue. C'est la grammaire qui permet de piloter son cerveau. Donc, on ne peut pas écrire un livre rigoureux sur le français si on ne s'attarde pas, avant toute chose, sur la grammaire. Voilà. Mais sinon, avec style, ça peut être... C'est déjà sympa. Donc, j'ai déjà regardé, mais on ne sait jamais. Il y a deux, trois petites... oui, je pense, comme je t'ai dit, je ne pense pas que tu vas fondamentalement apprendre de nouvelles choses, mais c'est sympa. Ouais. Mais merci, en tout cas, vraiment, je suis touché. Écoute, avec grand plaisir. Je ne suis pas venu pour rien. Tu ne viendras pas pour rien la prochaine fois non plus. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt. Peace out.